J'étais contaminée il y a 14 ans. J'étais une ado, quoi. Et au début, c'est très compliqué parce qu'on pense qu'on va tout de suite disparaître, quoi. Et là, c'est la panique totale parce qu'on ne sait pas comment gérer ça. On ne sait pas comment gérer ça avec la famille. Mon premier médecin, il m'avait dit qu'il fallait que je cache ça à tout le monde parce que c'est quelque chose de très intime. Mais je pense qu'il faut en parler. Et avec le temps, qu'on commence à prendre conscience que c'est une maladie chronique, que si on prend soin de nous, c'est le plus important, c'est ça qui va nous donner la vie, c'est ça qui va nous donner la force de continuer. Mon médecin généraliste, à cette époque-là, m'a fait faire le test du sida. Pour moi, c'était complètement aberrant, vu ma façon de vivre. Et finalement, au bout de 3 semaines, mon médecin m'a rappelé et il m'a annoncé que j'étais séropositive. Et pendant plus de 3 semaines, je lavais mon corps avec la javel. Parce que pour moi, à cette époque-là, c'est vrai que je suis génération pilule, pas sida. Pour moi, c'était la prostitution, c'était la toxicomanie. C'est vrai qu'elle avait évolué quand même avec le temps. Une maladie sexuellement transmissible, comme le sida, pour beaucoup de personnes, c'est encore la porte ouverte à toutes les discriminations. À force de cumuler et de mettre dans le silence, de devoir cacher, de lutter contre la culpabilisation et contre la honte, c'est ça qui parfois les pousse même au suicide, même à l'auto-exclusion, et de rester comme des personnes qui n'ont pas de voix dans la société. Et donc, c'est mon travail aujourd'hui de parler, de dire « ça m'est arrivé, je suis, et je n'ai pas honte ». Plus on parlera, plus on sera visible, plus on habituera les gens à voir les femmes dans l'épidémie et à voir toutes les femmes. Dans la société, déjà, on sait que les femmes ont une place bien particulière et en fonction de leur statut et de leur situation, elles ont plus de difficultés à imposer, par exemple, des méthodes, des moyens de prévention. Imposer le préservatif, parler de la contamination, dire aussi qu'elles sont séropositives. On le voit au niveau des témoignages, la difficulté que ça représente de témoigner et de parler à visage découvert. C'est pas les femmes qui n'ont pas envie de parler, qui n'ont pas envie de le dire. C'est ce que leur renvoie la société et la peur d'être rejetée ou d'être mal perçue ou justement d'être discriminée. Soit tu te libères, soit tu apprends à vivre, mais pas qu'avec le VIH, mais avec le stigmate aussi. Et cet stigmate, parfois, peut être beaucoup plus lourd que la maladie. Maintenant, avoir des enfants aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut, quand on est femme séropositive, voilà, le risque de contamination de l'enfant est très réduit. Mais très réduit, parce que la recherche s'est très vite penchée sur cette histoire de transmission mère-enfant. C'est le seul critère, j'ai l'impression, qu'on a pris en compte quand on a parlé des femmes séropositives. Aujourd'hui, les femmes séropositives ne vivent pas qu'un désir d'enfant. Elles vivent des tas d'autres choses, des effets secondaires, du vivre avec les traitements qui font, par exemple, pour mon cas, un corps qui s'est masculinisé parce que la recherche se fait sur des corps masculins. Et quoi qu'on dise, on a une morphologie différente, on a un système hormonal différent. Voilà, il y a plein de critères qui font qu'on est différente. Et malheureusement, j'ai l'impression que quand on parle de VIH, les femmes sont trop invisibles par rapport à la prise en charge globale. J'ai des douleurs dans la poitrine. Comme pour moi, je suis toujours dans ce processus d'information égale pouvoir, je sais déjà que j'ai entendu parler de choses par rapport aux maladies cardiovasculaires, etc. Donc j'insiste auprès de mon médecin en lui disant « mais il y a ces douleurs dans la poitrine, je suis pas bien, je suis fatiguée, etc. etc. » Et mon médecin me renvoie à plusieurs reprises « c'est des crises d'angoisse, c'est des crises d'angoisse ». Un homme qui vient se plaindre d'une douleur dans la poitrine, instantanément, on pense à des problèmes cardiaques, on l'envoie chez un cardiologue, aux urgences. Et moi, parce que j'étais une femme, c'était forcément des crises d'angoisse. Alors que j'avais des problèmes cardiovasculaires et que quelques semaines après, j'ai fait un infarctus. Il y a comme ça des tas d'exemples qui, à chaque fois,
m'obliger à me défendre 2 fois plus pour faire entendre à mon médecin qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas parce que j'étais une femme. En 96, bon, il y a eu la trithérapie, donc je l'ai eu d'office. Mais en 2000, j'ai eu la ménopause. J'ai vu mon médecin et malheureusement, avec cette trithérapie, on ne pouvait rien me donner pour la ménopause. Alors on a déjà les soucis des effets secondaires. Il faut aussi qu'on supporte la ménopause sans pouvoir rien prendre. Tous les protocoles, tous les essais thérapeutiques sont faits pour des hommes. On ne parle jamais de la femme. Et pourtant, la femme n'a rien à voir avec l'homme. Et je voudrais qu'on entende justement ce message. C'est que je voudrais que ces protocoles, ces essais thérapeutiques se fassent enfin chez les femmes. La notion aujourd'hui des patients séropositives et être en même temps personne trans reste sujet au fait qu'il n'y a pas vraiment de prise en charge adaptée ni à la transition de la personne trans et encore moins aux conséquences des interactions entre hormonothérapie et antirétroviraux. Il n'y a pas d'indicateur à niveau scientifique parce qu'il n'y a jamais eu des études. Donc, comment je peux dire qu'aujourd'hui, il peut avoir une vraie prise en charge et un bon rapport avec le service médical en tant que patiente trans? C'est juste pas possible. On a toujours repoussé les revendications des femmes, puisque d'un coup, on fait apparaître dans l'épidémie, je viens de dire, il y a 50%, plus de la moitié des personnes contaminées dans le monde sont des femmes. Mais si on regarde, on introduit la prévalence. La prévalence, c'est-à-dire on commence à regarder en population. Et à chaque fois qu'on va parler du sida, ou que nous, les femmes, on va revendiquer quelque chose, on va nous renvoyer que la population la plus à risque, où il y a une prévalence plus importante du VIH, c'est les HSH. On va mettre énormément d'argent dans la recherche pour la prévention chez les gays, et très peu pour la prévention des femmes, comme les recherches sur les microbicides. Alors ça commence à évoluer, hein. Ça arrive maintenant. Les campagnes pour le sida, pour le VIH, c'est très important parce que ça informe. Sans éducation, on n'est pas un citoyen. Sans information, on n'est pas un bon séropositif. Parce que c'est l'information qui fait tout pour combattre l'ignorance, pour combattre les fantasmes, pour combattre les préjugés, pour combattre les étiquettes que les gens nous collent. Séropositif, c'est dangereux. Non, pas du tout. La séropositivité, pour moi, c'est la vie. Parce qu'on prend encore plus soin de nous. Même, je me répète, si on a beaucoup de soucis dans la société à cause de la séropositivité. La prise en compte des femmes dans l'épidémie, c'est aussi permettre aux femmes séropositives de vivre mieux avec la maladie, mais c'est aussi permettre de parler à toutes les femmes et leur dire tout le monde est concerné. De parler aux politiques, de dire aux politiques nous existons. Enfin, c'est vraiment ça, aux institutions, à la recherche. C'est-à-dire, on est là. Nous existons. Nous existons.